Mais effectivement, dans mon exemple là, si toi, ton objectif, c'est de sortir l'argent de ta holding et que le produit dans lequel tu as réinvesti ne te génère pas de performance, là, je suis 100% d'accord avec toi, l'apport cession, il ne sert pas à grand-chose. Parce que tu as juste décalé l'impôt de cession que tu aurais dû payer en année N pour le payer en année N plus 5. Cela fait maintenant 2 ans que chaque semaine sur Just Focus, vous écoutez des investisseurs. Que ce soit des particuliers ou des gérants de fonds, ils partagent leur vision, leur stratégie, leurs engagements, avec toujours autant de passion. Mais après avoir abordé autant de thématiques autour de l'investissement, je me suis dit que vous pourriez avoir besoin de mettre de l'ordre dans tout cela. J'ai donc fait appel à Étienne de Saint-Germain pour répondre de manière très concrète aux grandes questions patrimoniales que se posent beaucoup d'investisseurs. Étienne est Family Officer chez Sapiens, le Family Office nouvelle génération qui construit pour ses investisseurs une véritable roadmap patrimoniale. En appliquant la méthode Sapiens à votre situation et à vos objectifs, ils définissent la meilleure allocation pour vous et ils la mettent en œuvre. Étienne connaît donc sur le bout des doigts tous les rouages des stratégies patrimoniales, même les plus complexes. Holding, enveloppe fiscale, crédit, apport cession. Promis, grâce à lui, vous aurez les idées beaucoup plus claires dans quelques minutes. Alors je lui laisse le micro en toute confiance. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Étienne de Saint-Germain qui est Family Officer chez Sapiens, le Family Office nouvelle génération. Et aujourd'hui nous allons parler d'investir à travers l'article 150.0B-TER qu'on connaît aussi sous le nom d'apport cession. C'est un sujet qui est un petit peu technique, mais grâce à l'expertise d'Étienne, je suis sûre qu'on va tout comprendre. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Étienne. Comment ça va ? Salut Aurore, écoute, super, ravi d'être là. Et effectivement, sujet pas simple. On a pas mal de nos clients qui nous sollicitent sur ça. Peut-être pour expliquer vraiment l'essence même de cet article 150.0-B-TER du Code général des impôts. Ça a été mis en place il y a quelques années par le gouvernement et le principe, c'est que en fait, les chefs d'entreprise qui vendent leur société, on va les inciter fiscalement à réinvestir une partie de la cession de leur boîte dans d'autres entreprises. L'idée, c'est d'alimenter un peu l'écosystème entrepreneurial français et que les entrepreneurs se financent des entrepreneurs. Donc ça, c'est une top idée. Globalement, c'est un article qui marche plutôt pas mal. Et après, voilà, la seule contrainte, c'est qu'il faut quand même se dire, en tant qu'entrepreneur, est-ce que j'ai intérêt ou pas d'avoir recours à cet article ? Parce que c'est pas une obligation. Et ça nécessite effectivement une certaine discipline. Et il y a beaucoup de contraintes qui y sont associées. Et donc voilà, je pense que le sujet de ce podcast, c'est un peu d'expliquer comment ça marche et de savoir si c'est fait ou pas pour sa situation. Ouais, on fera peut-être un épisode un peu plus large sur la cession d'entreprise. On a fait aussi d'ailleurs un webinaire sur le sujet qui est assez complet. Et peut-être pour reprendre les grandes lignes, quand on a un sujet de cession d'entreprise, globalement, il y a 3 grandes possibilités. C'est est-ce que je fais une cession pure et simple et je fais à peu près ce que je veux, je paye mon impôt et voilà. Est-ce que j'ai des objectifs de donation et là, je vais gérer ma fiscalité autour de cet objectif de donation. Et le dernier point, c'est effectivement, est-ce que je veux passer par ce mécanisme d'apport cession ? Dis-moi si je me trompe. Ouais, et puis tu as même encore des solutions qui peuvent transverser toutes celles que tu as évoquées. Oui, bien sûr. En fait, la cession, elle s'anticipe. Effectivement, on l'a pas mal dit dans d'autres contenus, mais il n'y a pas une bonne manière de céder sa boîte. Il y a plein de manières de faire. Et en fait, il y aura une bonne manière, par contre, qui sera adaptée à sa situation, à la nôtre, en fait, à nos objectifs. Si on a des enfants ou si on n'a pas d'enfants et qu'on a des objectifs de transmission ou non, déjà, ça sera complètement différent. Et pareil, effectivement, sur l'aspect 150.0B-TER qu'on aborde aujourd'hui, on va rentrer dans les détails, mais ça ne s'adapte pas à tous les profils. Okay. Donc effectivement, en gros, alors pour reprendre un peu les principes de base, fondamentalement, c'est un sujet de détention de parts de société. Je suis chef d'entreprise, je suis donc propriétaire des parts de ma boîte. Est-ce que je détiens ces parts en direct, à titre personnel, ou est-ce que je détiens ces parts dans ma société holding ? Et ben, au moment où je vendrai ma société, je vais générer une plus-value, bon, plus ou moins importante. Cette plus-value sera fiscalisée, mais elle ne sera pas fiscalisée de la même manière si je l'ai détenue en direct ou si je l'ai détenue dans ma holding. Okay. Ça, c'est le principe vraiment fondamental. Et la différence de fiscalité, c'est quoi ? C'est que si je détiens mes parts en direct, alors, ça peut être, il y a plusieurs régimes, mais on va dire, pour simplifier, qu'on paye la flat tax à 30%. Et si je la détiens dans ma société holding, bah en fait, l'impôt, il est reporté. Il est en suspens. Donc la plus-value arrive
directement dans la société. Et à ce moment-là, j'ai pas de frottement fiscal. Ok. Pas immédiat en tout cas. Pas immédiat. Tant que je laisse l'argent dans ma La holding. bombe à retardement. Alors c'est un peu ça. En fait, il n'y a qu'une seule manière de s'en débarrasser vraiment de cet impôt qui tourne autour de notre tête. Alors il y en a plusieurs. Il y en a un qui est un peu complexe et un peu clivant, qui est l'expatriation. Et ça demande de respecter beaucoup de règles. Ouais, et d'être très bien accompagné. C'est risqué, ouais. C'est un peu risqué. Le deuxième, c'est de transmettre. Et là, pour le coup, c'est plus simple. Ça se fait évidemment sur une durée longue. Mais a priori, si on transmet les parts de sa société holding dans laquelle on a la plus-value de la cession de sa boîte qui est encapsulée, qu'on a investi après sur plein de choses, et qu'on n'a jamais sorti l'argent de sa holding, quand elle passe aux enfants, pour le coup, la plus-value de cession de notre société au départ, elle est vraiment annulée. Sous réserve du respect de certains abattements, non ? Ou c'est vraiment la totalité Alors de la après, valeur de la non, mais société ? ça veut dire aussi qu'effectivement, on transmet quand même sa boîte aux enfants. Donc là, il y a une fiscalité à ce moment-là, mais la fiscalité de cession au départ, elle est effacée. Oui, d'accord. Mais vraiment, ça c'est un point hyper important que tu soulèves, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'en faisant appel à l'article 150 0 BTR du CGI et de loger leur titre de société dans une holding, l'impôt est effacé. Il n'est pas effacé du tout. Si vous ressortez derrière l'argent de votre holding, vous payez de l'impôt. Il est reporté, on parle de report d'imposition. C'est vraiment un report, c'est pas une suppression. Oui, bien sûr. Ok. Exactement. Et donc, si je comprends bien, le principe de base que tu évoquais tout à l'heure, c'était quand même de flécher l'épargne. Donc, c'est un mécanisme incitatif, fiscal incitatif. Comment est-ce qu'on passe de OK, on va pouvoir potentiellement avoir un mécanisme qui permet de reporter l'imposition à ce financement des jeunes entreprises par les entrepreneurs que tu évoquais tout à l'heure ? Alors, en fait, il y a deux cas de figure. Soit j'ai remonté les titres de ma société dans ma holding il y a plus de 3 ans. Dans ce cas-là, la plus-value, elle arrive dans ma holding, mais j'en fais ce que je veux. Donc là, j'ai pas de contrainte pour le coup. Donc je suis pas soumis à l'article 150 0 BTR. Ok. Ce qui est drôle, c'est que, parenthèse dessus, mais on se rend compte qu'il y a peu de clients qui ont pensé à faire ça. D'accord. Il y en a beaucoup qui se disent, au moment où en fait ils cèdent la société, là ils commencent à y réfléchir, ils entendent parler de l'article et ils se disent, oula, il faudrait peut-être que je mette les titres de ma boîte dans la société holding. Donc dans ce cas-là, tu crées ta holding et juste après tu vends ? Et juste après, en fait tu crées ta holding, tu apportes les titres de ta société opérationnelle dans ta holding et après tu vends. Et là, il n'y a aucun risque de requalification. Ah non, c'est ce que font la plupart. Oui, d'accord, même si c'est la veille de la session. Ah oui, bien sûr. Okay. Non, après, ça prend un peu plus de temps, mais globalement, ça peut se faire très rapidement. Et à ce moment-là, en fait, tu es dans le cadre où tu as remonté les titres de ta société holding moins de 3 ans avant ta cession. Donc là, tu vas être effectivement sous le régime de l'article 150 0 BTR, qui va t'obliger à réinvestir 60% de la plus-value de cession dans des actifs éligibles. Ok, donc quels sont ces actifs éligibles ? Alors, ces actifs éligibles, comme on l'a dit au départ, sont censés représenter l'activité entrepreneuriale, l'écosystème français, et de financer tout ça. Donc, en gros, tu vas avoir 2 grosses classes d'actifs, soit de l'immobilier, soit des entreprises. D'accord, donc c'est n'importe quel immobilier ? Non, pas du tout. Tu peux pas faire de l'immobilier locatif, par exemple. Il faut que ce soit de l'immobilier. Alors, pour schématiser, c'est souvent ce qu'on appelle du marchand de biens. C'est des activités qui consistent à acheter un immeuble ou un bien immobilier, à le faire prendre en valeur pour le revendre avec une plus-value. Donc il n'y a pas de détention longue, il n'y a pas de notion de location. Ça, soit on peut le faire tout seul. Il y a beaucoup de gens qui s'improvisent marchands de biens au moment où ils vendent leur boîte et qui sont soumis aux contraintes de l'apport-cession. Bon, d'expérience, on se rend compte que c'est pas du tout facile et que c'est souvent un métier. Donc tu peux le faire tout seul, mais tu peux aussi faire appel à des fonds spécialisés, dont c'est le métier de gérer de l'IMO, avec lesquels nous on a l'habitude de travailler par exemple, et qui eux vont construire un portefeuille d'actifs qui vont faire prendre en valeur et qui vont revendre. Donc ça, au moment où on choisit d'investir dans un fonds comme ça, on peut savoir s'il est éligible ou non à l'article 150 0 BTR, et ça c'est immuable. Enfin, aujourd'hui j'investis dedans, il ne peut pas me dire dans un an, en fait je suis plus éligible, et du coup ça... C'est pas simple, c'est une bonne question. C'est un point qui est fondamental parce que oui, ça peut arriver, effectivement. C'est déjà arrivé que certains fonds vous disent au départ je suis éligible et puis après je le suis pas. Donc là, on est clairement dans la mouise. Donc en fait, ça sous-entend qu'il faut être hyper vigilant quand on sélectionne un fonds d'investissement. Nous, c'est notre boulot au quotidien, donc on sait de quoi on parle. En général, les fonds fournissent des notes d'avocat fiscales qui permettent de certifier que le fonds sera bien éligible et éligible aujourd'hui et que l'activité sera éligible dans le temps. Et normalement, le fonds d'investissement dans lequel on a réinvesti est tenu chaque année de certifier qu'il est toujours éligible. Donc là, c'est nous, à notre boulot aussi, en tant que conseiller en investissement, de suivre cet aspect-là. Ok, et tu disais dans le temps, justement, je crois qu'il y a une logique de maintien de
de l'investissement dans le temps, c'est quoi la durée à laquelle tu t'engages quand tu Exactement. investis en apportation La première contrainte, c'est que tu devais réinvestir 60% dans les activités éligibles. La deuxième contrainte, c'est que il suffit pas de faire un investissement et puis de revendre le lendemain. Il faut que tes investissements soient faits sur une durée longue. Ok. Cette durée, en fait, il y en a deux différentes. Soit tu investis directement dans une société ou dans un bien immo. En gros, à ce moment-là, tu peux le détenir à peu près 2 ans. Donc quand tu dis investir en direct, c'est par exemple faire du business angel ou être marchand de biens soi-même, comme tu disais. Exactement. Okay. En fait, si jamais toi tu te dis j'ai la boîte d'un copain qui se monte, ou alors toi tu relances une activité, c'est possible aussi. À ce moment-là, ta contrainte de détention, elle est que de 2 ans. Donc en théorie, tu pourrais 2 ans après récupérer tes billes et tu as respecté les contraintes de l'apport-cession. Par contre, en pratique, on le voit assez peu, parce que quand tu investis dans une société, récupérer son argent 2 ans après, c'est un peu couper l'arbre sous le pied de l'entrepreneur, et ça se fait peu. Donc en général, les durées de détention, elles vont plutôt être de 5 ans, et 5 ans, c'est ce que doivent respecter les fonds d'investissement professionnels. D'accord. Donc immobilier, comme on a évoqué, et les fonds de private equity. Qui font aussi du 150 0 BTR. Qui font aussi du 150 0 BTR, et eux, ils investissent dans des entreprises françaises ou européennes, parce que là, pour le coup, on a vraiment une contrainte géographique. C'est traditionnellement des fonds qui vont soutenir des boîtes au début de leur activité, ce qu'on appelle le venture capital, donc à des stades d'amorçage ou de lancement de société. Donc le risque, il est quand même assez conséquent. Mais on peut retrouver, si on cherche bien, des fonds qui investissent dans des niveaux de maturité de société un peu plus avancés. Et là, c'est intéressant. Et ça amène à un point qui est absolument déterminant, c'est que, pour schématiser, l'essentiel des fonds qui vont être éligibles à l'apport-cession sont des fonds risqués. Est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai envie de réinvestir le produit qui est en fait le fruit de tout mon travail de dizaines d'années à 60% dans des actifs qui ont une chance sur 2 de me faire perdre le capital? Ah oui, à ce moment-là. Okay. Ouais, en fait, quand on réfléchit comme ça, tout le monde se dit, non, c'est quand même le fruit de mon travail. Moi, je veux qu'il perdure dans le temps. Je veux peut-être le transmettre, je veux peut-être l'utiliser. Ok, je veux bien respecter les contraintes de l'article. Et en fait, c'est là où on va se poser la question. Est-ce que l'avantage fiscal, il en vaut la chandelle ? Et c'est un point sur lequel on alerte beaucoup les gens qui nous sollicitent en nous disant j'ai compris que je pouvais optimiser la fiscalité de la cession de ma boîte, je veux faire de l'apport-cession. Et nous, on va reprendre le sujet en amont en disant ok, mais par rapport à la composition de ton patrimoine actuel, tes différents projets, est-ce que c'est intéressant de flécher 60% de la plus-value de ta boîte, qui représente souvent une partie hyper importante de ton patrimoine, vers des actifs risqués? Alors nous, on va faire le job de sélectionner des fonds qui maîtrisent ce risque-là, mais il sera quand même présent. Ça reste du private equity ou du private equity en immobilier. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette notion de fiscalité au terme de la période de placement, parce que c'est pas bien clair pour moi. On a reporté l'imposition, donc il y avait un montant d'impôt qui avait été prédéfini au moment de la cession, qu'on a pu ne pas payer moyennant cet investissement. Et au terme de cet investissement, on paye quoi comme impôt? On paye... Quel intérêt ça a? Parce que si pour payer exactement la même somme, ça sert à rien. Enfin, tu recules l'imposition, mais bon, voilà, tu payes la même chose. Est-ce que finalement, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir pu générer de la plus-value sur tes placements en parallèle et que ça puisse permettre de financer cette fiscalité-là? Est-ce que tu vas être de toute façon fiscalisé en plus sur la plus-value que tu vas générer? Comment est-ce que ça fonctionne, ça? Mettons que tu réinvestisses pas, ou alors dans un actif qui te génère 0 performance. Tu as 1 million d'euros de plus-value qui arrive dans ta holding. Tu respectes les contraintes de détention de 5 ans sur 60% de ces 1 million. 600 000 euros sont placés pendant 5 ans. 600 000 euros sont placés pendant 5 ans sur des fonds éligibles. Au bout de 5 ans, ils te sont restitués, tu n'as pas généré de plus-value. À ce moment-là, tu en fais ce que tu veux. Est-ce que tu les réinvestis dans autre chose? Tu n'es plus contraint. Est-ce que tu les sors de ta holding? Mais à ce moment-là, tu payes de l'impôt. Oui, c'est ça. Mais alors que si tu n'avais pas fait le report d'imposition, quand bien même tu étais resté dans ta holding, tu aurais dû payer de l'impôt. Non. Là, ça va être plus compliqué, parce qu'on prend des exemples chiffrés. On prend des exemples chiffrés. Non, mais très bien, vas-y. Mais effectivement, dans mon exemple-là, si toi, ton objectif, c'est de sortir l'argent de ta holding, et que le produit dans lequel tu as réinvesti ne te génère pas de performance, là, je suis 100% d'accord avec toi, l'apport-cession, il ne sert pas à grand-chose. Parce que tu as juste décalé l'impôt de cession que tu aurais dû payer en année N pour le payer en année N plus 5. Mais tu payes la même chose. Et tu payes la même chose. Donc à la limite, s'il y a eu un peu d'inflation, tu payes la même chose, mais pas sur la même chose. En fait, tu payes la même chose parce que tu vas payer de la fiscalité sur le dividende que tu vas sortir de ta holding chez toi. Et ça, c'est 30% aussi. Ok. En fait, c'est pas la fiscalité sur la même chose, mais c'est le même montant au final. Parce qu'il se trouve que l'impôt est le même entre la plus-value de cession d'une boîte et le dividende que tu te verses au niveau de ta holding.
Donc quel va être l'intérêt de l'apport cession ? Il va être pour ceux qui n'ont pas besoin de cet argent-là en perso, Ok. et qui veulent laisser leur argent travailler dans leur société holding. Mhm. Il va être pour ceux qui veulent transmettre. Ouais, d'accord. Et il va être aussi évidemment décuplé si jamais les investissements que tu as faits ont eux généré de la plus-value. Parce que là, pour le coup, tu as 1 million d'euros qui travaillent, 60% dans des fonds éligibles, 40% dans ce que tu veux. Ça génère de la plus-value. Et donc 5 ans après, c'est peut-être pas 1 million que tu as, c'est peut-être 1,3 million, 1,4 million, 1,5 million, 2 millions. Mhm. Et là, tu as beaucoup plus d'argent dans ta holding. Et tu as investi au final un montant au départ qui est beaucoup plus conséquent. Donc si tu les ressors à ce moment-là, oui, tu payeras de l'impôt, mais au global, tu auras quand même été gagnant. D'accord, ok, très clair. Merci pour cette clarification. Juste, j'y pense, c'est un sujet qui est assez complexe, quand même, l'apport cession. Je sais que sur Sapiens, vous avez produit pas mal de contenu sur cette thématique-là. Donc, je le dis plus pour nos auditeurs, hein, mais n'hésitez pas à aller regarder sur le blog de Sapiens. Il y a beaucoup de ressources sur cette thématique et peut-être un peu plus précises. Et puis, comme on parle de sujets un peu techniques, parfois le fait de pouvoir voir, ça peut aider aussi, parce qu'à l'oreille, c'est pas toujours simple. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller être curieux et aller creuser ces contenus-là. Et au-delà de ça, évidemment, à prendre rendez-vous si vous êtes concerné dans l'immédiat, parce que je pense que ça peut être aussi intéressant, et ça fait le point avec ma question d'après, d'être accompagné sur cette thématique. Justement, Étienne, est-ce que tu peux nous dire qui est la bonne personne à contacter quand on veut être accompagné sur cette thématique d'apport cession qui est un peu cassette, et en plus à un moment de la vie de l'entrepreneur qui est en général hautement tendu par ailleurs, parce qu'on a un égo de cession avec un fonds, avec un repreneur. Comment est-ce qu'on peut se décharger aussi de cette thématique et auprès de qui ? Ouais, c'est des périodes qui sont hyper chronophages, qui sont prenantes, et on le voit tous les jours. Je pense qu'effectivement, votre interlocuteur qui a l'habitude de vous accompagner sur les sujets patrimoniaux est le contact à privilégier. Alors ça peut être votre expert comptable, ça peut être votre conseiller en gestion de patrimoine, votre family office comme Sapiens, avec quand même un élément à bien cerner, c'est de faire attention aux personnes qui vont juste vous vendre les fonds d'investissement. Parce que pour moi, le premier degré de l'accompagnement, c'est déjà de se dire, est-ce que l'apport cession, c'est pertinent ? Et comment ça se traduit ? Globalement, c'est, je vais vendre ma boîte, j'ai pas encore constitué ma holding, je me pose la question d'en faire une et de remonter des titres. Combien je remonte dedans ? Combien je garde en direct ? Ça, c'est la question 1. Et en fait, c'est fondamental parce que si ça se trouve, à titre personnel, vous avez besoin d'argent, parce que vous avez un projet de résidence secondaire, parce que vous avez rien fait au niveau des assurances vie, par exemple, et en gestion de patrimoine, c'est fondamental. Et vous pouvez pas les faire dans la holding, pour plein d'autres raisons, parce que vous avez des besoins de cash. Dans ces cas-là, ça sert à rien de les remonter dans la holding. Ça sert à rien. Il faut les garder en direct. Oui, vous allez payer de l'impôt, mais c'est fondamental de le faire. Donc ça, c'est la première question à laquelle on va penser. Ensuite, du coup, on en déduit le montant à remonter dans la holding, et à ce moment-là, se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire en termes d'investissement. Et là, la notion de vision globale, elle est fondamentale, parce qu'il va falloir prendre en considération ce que vous détenez au niveau du patrimoine global pour construire votre allocation et choisir vos fonds. On ne va pas choisir juste le fonds qui a le potentiel de rendement le plus important. On va raisonner au global. Donc si, à titre personnel, par exemple, vous gardez des parts dans des sociétés, et vous êtes déjà très exposé au private equity, les renforcer encore le private equity ou le venture capital sur de l'apport cession, ça va vous mettre à risque. Il va peut-être falloir faire autre chose. Donc c'est cette vision globale qui est importante. Et après, une fois qu'on a compris ça, qu'on a construit l'allocation en se disant il va me falloir tant d'immobilier, tant de private equity, là va venir le choix des fonds. Et là, effectivement, y a pas mal d'acteurs qui se retrouvent sur la place. On en fait évidemment partie chez Sapiens. Et on profite de notre grande expertise sur le choix des fonds non cotés au sens large. Le 150 BTR n'est qu'une petite partie, pour être extrêmement vigilant dans ce qui se fait. Et encore une fois, je pense que l'essentiel des fonds présents ne sont pas des bons fonds. Je le dis de manière statistique, puisque en venture capital français aujourd'hui, la plupart des fonds ne rendent pas leur argent aux investisseurs. Les très bons tickets dans des très belles boîtes, il y a une négociation qui est très dure et beaucoup de concurrence. Donc trouver le bon gérant, c'est pas juste celui qui va avoir le bon marketing. Il faut vraiment faire un travail de sélection qui est fondamental. Et comme dans la plupart des cas, ça représente une part importante de son patrimoine, le choix, il n'est pas anodin. Donc, se faire accompagner par un gestionnaire de patrimoine qualifié, c'est fondamental. Et après, dans la session, on aura besoin sûrement de faire appel à un avocat.
En général, les clients sont déjà accompagnés par une banque d'affaires, éventuellement par un avocat fiscaliste. Mais nous, on travaille systématiquement avec des fiscalistes aussi pour s'assurer que l'apport cession est bien respecté et on suit ça dans le temps. Éventuellement un comptable qui soit capable aussi d'assurer la déclaration, parce que c'est aussi de l'administratif, un apport cession et le 150 0 BTR. Oui, on est un impôt qui est reporté, mais il faut bien le dire à l'administration fiscale qu'il est reporté tous les ans. Voilà. Donc, surtout la première année, c'est beaucoup de démarches. Alors, on peut s'amuser à le faire tout seul, mais je ne le conseille pas. On a beaucoup parlé des 60% qu'on va réinvestir sur des fonds éligibles à l'article 150 0 BTR, mais les 40% restants, est-ce que tu as peut-être quelques conseils où les placer en fait? Alors, tu parlais de l'importance d'avoir un patrimoine diversifié, mais je pense à nos auditeurs qui sont peut-être autonomes sur ce sujet. Vers quoi, spontanément, tu aurais tendance à les flécher? Alors, on est dans le cadre d'une holding, donc d'une personne morale. Donc, on ne pourra pas investir dans l'assurance vie, par exemple. On pourra faire des investissements soit en direct dans des fonds, soit dans un compte titre, soit dans un contrat de capitalisation. Et une fois qu'on a sélectionné ce mode d'investissement, on va choisir ces fonds. Et là, mon conseil, c'est de raisonner global. Si j'ai 60% de mon produit de cession qui a été fléché vers du private equity et de l'immobilier, je ne vais pas faire de private equity et de l'immobilier avec les 40% restants. Dans un souci de diversification. Alors il y a des gens qui peuvent le faire, mais ils prendront un risque plus important. Ils seront plus concentrés. Donc nous, ce qu'on fait en général, mais encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement parce que chaque personne est différente et il faut vraiment qu'on voit les dossiers au cas par cas, c'est qu'on fait plutôt un compte titre ou un contrat de capitalisation dans lequel on investit dans des actifs liquides, donc ils n'ont pas le blocage comme le 150 0 BTR, qui sont disponibles, et plutôt cotés ou financiers. Et on fait beaucoup d'ETF notamment. Des ETF actions, des ETF obligations. Et cette part qui est à 40%, en termes de fiscalité, elle est traitée comme la part qui est à 60% parce qu'au sein de la holding? Oui. Super. Est-ce que tu avais d'autres points de vigilance que tu voulais aborder avec nous aujourd'hui? Écoute, je crois qu'on a fait le tour et comme tu l'as dit, on a pas mal de contenus complémentaires et pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans les détails, le plus simple c'est de faire un call avec nous et puis on regarde votre situation au cas par cas. On n'y manquera pas. Alors je redonne peut-être l'adresse, c'est sapiens, sapians.com et c'est /blog, c'est là où se trouvent tous les contenus qui traitent de l'apport cession. Merci beaucoup Étienne et puis à très vite. Et voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, le family office nouvelle génération, qui a rendu possible sa réalisation. Si vous voulez faire le point sur votre situation patrimoniale ou découvrir la sélection d'investissements exclusive de Sapiens, rendez-vous sur sapiens.com. Vous pourrez parcourir leur offre, mais aussi prendre rendez-vous avec un family officer pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. C'est ultra simple et ça change vraiment la donne pour nous. Partagez largement cet épisode autour de vous, laissez un commentaire 5 étoiles et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.